C'est OK. C'est bon, du coup, on peut commencer? Oui. Ok. Du coup, bienvenue. Je suis désolé, je suis pas Mimi. On a été prévenu un peu à la dernière minute. Enfin, j'ai été prévenu un peu à la dernière minute. Et donc, c'est un panel sur la condition des étudiantes travailleuses du sexe. Avant de commencer, je voulais juste préciser que je suis plus étudiante et je suis plus travailleuse du sexe, mais je l'ai été. Donc, vous pouvez reprendre mon badge concerné, ça ne me concerne plus trop, mais j'ai quand même un petit peu d'expérience, donc j'essaie de m'en servir, analyser un peu les questions qui m'ont été proposées. Je sais pas trop comment vous envisagez la chose, mais je pense que je vais poser les questions qui m'ont été posées. Essayez d'y répondre avec vous. Si vous voulez intervenir, criez dans le micro de toutes vos forces. Voilà, c'est parti. Donc, la première question, c'était quelles sont les conditions de vie et d'études pour les étudiants TDS. Donc, j'avais noté que en France, et là, je suis surtout concentré sur les études supérieures parce que je pense que le lycée et avant, c'est pas trop pertinent parce qu'il n'y a pas vraiment de travail, de réglementation pour le travail pour les personnes qui sont mineures. Il n'y a pas de dérogation, etc. Donc ça va pas trop nous affecter. Et aussi définir le travail du sexe. Ce que j'entends par ça, c'est en l'occurrence, moi je vais plutôt me concentrer sur les situations d'escorting et tout ce qui va avoir lieu dans le monde physique parce que pour moi une cam girl ou les autres professions elles peuvent exercer hors des heures de cours. Parce que je pense que si elle se connecte à 10 heures du matin, ça va pas être le mieux pour elle. Donc, elles devraient revoir leur plan de business. Et comment dire, je pense aussi que comment dire, je commence déjà à perdre mes mots. On vient de commencer, c'est génial. En général, les horaires de cours, ça va être plus du 8h, 17h que les horaires du tardif où le TDS en ligne va commencer à s'opérer. Après, je nie pas la partie chronophage de ces métiers, mais je pense que c'est plus intéressant d'un point de vue pro et des revendications politiques de s'intéresser au travail du sexe, escorting, pute, globalement. Donc le TDS, c'est un travail et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de l'oublier, surtout l'administration des facultés. Donc pour moi, les obstacles majeurs dans le TDS pour les étudiants, ça va être les distances d'assiduité. Je me revois quand je travaillais et que des fois j'avais genre des gros clients ou quoi, je pouvais pas rater une heure de cours sur un TD pour aller faire le gros client ou juste le client lambda, quoi, parce que il y a une sorte de précarité, une précarité économique qui est super importante et elle va être liée à ces distances d'assiduité parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le client va vouloir nous voir en quelque sorte et qu'on peut pas tous se permettre de refuser un client concrètement. Donc le but pour moi, une des revendications principales serait d'avoir accès aux distances d'assiduité au même titre que les autres personnes qui travaillent à la fac, que ce soit temps partiel ou temps plein. On va avoir une dérogation pour ne pas se présenter à un TD sans être pénalisé après sur la note finale. Pour tout ce qui est de la question plus précarité économique, l'instabilité du TDS, moi je me rappelle que c'était pas tant la vie à la fac qui était compliquée, mais surtout ce qui gravitait au cours, genre à savoir que quand le prochain client il va arriver, c'est genre la loose complètement et c'est cette pression économique qui pèse sur toutes les étudiantes et elle pèse aussi sur celles et ceux qui ne sont pas des travailleurs du sexe, qui sont juste précaires économiquement. Ouais, dans les deux cas, en fait, elle va dégrader la qualité des études et on est moins concentré, on peut avoir des épisodes dépressifs ou des films s'ils durent un peu plus longtemps, excusez-moi la blague de merde, mais ouais, je pense que c'est un des trucs principaux à voir. Après, si vous voyez d'autres choses, je suis grave preneur. J'avoue que j'étais un peu bloqué là-dessus. Si vous avez des idées là-dessus. Non. Après, comme tu disais, c'est un truc qui concerne beaucoup d'étudiants qui travaillent et que du coup, les étudiants de TDS font partie des étudiants qui ont des situations
enfin, les plus précaires relatifs à leur travail, vu que tu peux pas te pointer avec un contrat de travail à l'administration en mode mettez-moi des distances d'assiduité. Ouais, Mais ça. du coup, on peut noter aussi qu'il y a, enfin, il y a d'autres catégories d'étudiants. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont obligés de travailler de façon non déclarée parce que la loi limite le nombre d'heures légales qu'ils ont le droit de faire, qui peuvent avoir des situations similaires ou quoi. Du coup, d'ailleurs, plusieurs peuvent se cumuler, enfin plusieurs facteurs. Mais ouais, de manière générale, le fait que les règles pour avoir des dispenses d'assiduité, ce genre de trucs soient assez restrictives, ça va quand même pas mal pénaliser les personnes qui sont dans des situations déjà particulièrement plus précaires que la moyenne. Ouais, c'est ça. Puisque tu disais sur les études, enfin, on sait que les étudiants et étudiantes qui travaillent pendant leurs études ont beaucoup plus de risques de décrocher, ce genre de choses. Donc, ça pénalise tout le monde. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'au final, les revendications qui sont soi-disant propres aux étudiants de TDS, elles sont valables pour toutes et c'est un combat qui est mené par tout le monde et pour tout le monde. Tu voulais parler, Anna? J'ai cru que tu avais levé la main. Ok. Alors oui, je voulais parler, mais je crois que Cathy avait levé la main avant moi. J'applaudissais juste en ici. Ok. Je laisse Cathy prendre la parole. Ah, bah, moi, c'était plus juste pour dire, parce qu'on a parlé des étudiantes, enfin, étudiants étrangers dans Je suis. Là, c'est pour ça que j'ai levé la main. Parce que justement, en fait, si on n'est pas ressortissant de l'Union européenne, on ne peut pas, même si on a un visa étudiant, on ne peut pas déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ou profession libérale. Et du coup, on est obligé de continuer à travailler non déclaré et du coup on ne peut pas profiter des protections sociales. Et je sais que bon, je pourrais partager une anecdote personnelle, mais non, mais laisse tomber. Go ahead. Bah, j'ai été enceinte l'année dernière avec mon copain et j'ai eu une fausse couche finalement, mais on a voulu garder l'enfant et la plus grande question c'était putain, est-ce que je vais pouvoir profiter du congé de maternelle ou est-ce que je vais être obligée de continuer à travailler en tant que travailleuse du sexe. Et je sais qu'il y a beaucoup de stigmates autour des mères qui travaillent en tant que DNS. Et enfin, je pense qu'il y a je pense que personne, peu importe le travail, a envie de travailler dans le 3e trimestre, si vous voulez. Et bref, du coup, c'est triste parce que je pense que quand on pense à la prostituée enceinte, c'est genre le pire des exploitations dans notre imagination. Mais à cause des conditions de travail, on est obligé de continuer à travailler dans des conditions peu favorables. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas d'alternative possible pour une grande partie des étudiants. Et c'est sur ça qu'on va dérouler ensuite. Du coup, si personne n'y voit d'objection, je vais passer à une autre question qui était: le gouvernement et la loi considèrent que les étudiants ne sont pas assez sensibilisés aux risques prostitutionnels. Pensez-vous que la prévention de la prostitution est une réponse adaptée pour les étudiantes? Donc, je pense que ce serait intéressant de définir prévention de la prostitution. Si par ça, on entend attention, être pute tue, bah, je pense qu'on le sait plus ou moins tout, étant donné qu'on a, dans une grande partie des cas, accès à la télé et aux médias, où il se passe pas en fait une année sans qu'une collègue soit assassinée complètement. Donc, je pense qu'en termes de prévention, ça se fait tout seul, malheureusement. Pour ce qui est de trouver un emploi, comme on disait juste avant, attendez un instant, faut que j'aille essayer de réduire le volume à côté. Sorry. Du coup, je disais que on disait que trouver un emploi, c'était assez compliqué. Et en fait, c'est ça qui va nous emmener dans cette situation quand on est étudiante, à cause de nos emplois du temps. À ça s'ajoutent les autres facteurs de genre, de racisation, de validité et aussi, comme tu disais, le fait d'être étudiante, étrangère ou pas. Donc, ces difficultés, en fait, quand elles s'ajoutent, elles font que une des seules options qui nous reste, ça va être le travail du sexe. Et les risques constitutionnels, c'est, en général, ce qu'on entend par là, c'est agression, viol. Et comme je le disais,
on en est conscient, mais quand on engage un rapport hétéro-rémunéré, il y a toujours le même facteur de viol, agression. Après, il est évidemment amplifié par le rapport de pouvoir lié à l'argent. Mais en fait, le fait que malgré ça, on le fera quand même, parce que nous, en fait, on n'a pas ou peu d'alternatives. Et c'est sur ce manque d'alternatives, je pense qu'il faudrait s'intéresser plus que la prévention, concrètement. Parce qu'il n'y a pas de meilleure prévention que je sais même pas comment le tourner, mais empêcher les gens de se retrouver contraintes à faire quelque chose par des pressions économiques. Encore une fois, je pense que c'est un peu à nous de... Enfin, c'est encore une fois nous prendre pour des connes que d'imaginer que on rêve d'être travailleur du sexe et qu'on imagine que c'est totalement sans danger non plus. Je pense qu'il faut mettre un peu du gris dans nos analyses, que c'est pas juste soit extrêmement manichéen, quoi, soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a un juste milieu à trouver. Surtout dans cette société où on voit qu'il y a genre un stigma de la putain qui est super prévalent. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Comment dire? Je suis en train de perdre totalement le fil de ma pensée. Anna, vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Déjà, merci au Stras d'organiser cette table ronde. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça et c'est vraiment bien de pouvoir aborder le sujet. C'est un sujet qui est fortement invisibilisé. D'ailleurs, je voulais revenir sur ta première question rapidement sur quelles sont les conditions de vie des étudiants et étudiantes TDS. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques sur quelle est la réalité, la proportion, le terrain. Et en fait, ça ne permet pas d'avoir une approche scientifique un petit peu. Mais comme le disait Lucille, en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'herbe. En fait, c'est une question qui est relative aussi à tous les étudiants et les étudiants qui travaillent. Donc, il faut prendre le problème dans sa globalité et comment aujourd'hui le public étudiant est extrêmement précarisé et se tourne vers différents types de travail. Et c'est vrai que le TDS, du coup, est un travail particulier puisque pas forcément sur des horaires classiques, entre guillemets. Mais pour revenir sur la question de la sensibilisation au risque prostitutionnel, nous, on n'aime pas forcément parler du attention, ne devenez pas prostituée, c'est dangereux. Il faut d'abord faire un travail de sensibiliser à qu'est-ce que c'est le travail du sexe. Et là-dessus, je remercie le podcast de Nouvelles Écoutes, la politique des putes, qui franchement, je trouve, une première entrée sur le travail du sexe. C'est varié, c'est pluriel. Il y a plusieurs choses qui existent. Et en fait, dédramatiser un peu ce qu'on en voit, parce que par exemple, dans le travail du sexe, alors après, je ne suis pas concernée, mais de ce que j'ai compris, il y avait aussi toutes ces questions de photos de nu, parfois messages, etc. Enfin, il y a plein de variables possibles. Et pas toutes sont dangereuses de la même manière. Et en fait, c'est comment, en sensibilisant tout le monde, en sensibilisant à travers des podcasts, des films, des livres, à travers aussi une réelle éducation à la santé sexuelle et la vie affective, les questions de consentement, etc., de rapport humain, et on arrive à se dire on peut exercer un métier de TDS de manière plus sereine quand il n'y a pas de rapport de domination, quand on a un rapport sain et éclairé avec son client aussi, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est réduction des risques au niveau santé sexualité. Et là, il y a les associations communautaires qui font un travail énorme. Je pense à toutes les associations, les Elvis, etc., le Strash aussi notamment, qui font vraiment un bon travail là-dessus. Donc ça passe aussi par là. Voilà, je pense. Oui, ça fait sens. Après, je voudrais juste revenir sur l'aspect situation éclairée, comme tu disais. Je pense qu'on peut être aussi déconstruite qu'on veut en tant que femme quand on s'inscrit dans une démarche de TDS. La charge, elle revient pas nécessairement sur nous, tu vois. On peut être aussi déconstruite qu'on veut. Si le mec en face c'est un trou du cul, ça va être un trou du cul, tu vois. Après, nous, évidemment, on aura plus de cuillères pour gérer l'affaire, mais je pense pas que être déconstruite nous sauvera des dangers du TDS concrètement. Non, c'était plutôt déconstruction justement pas des travailleurs et des travailleuses, mais des clients et clientes. Déconstruction de la population globale, comment se comporter avec les TDS, juste comment se comporter dans la vie générale en termes de violence, etc.
C'était ce que comme tu disais, enfin, voilà, ça donne des clés aux premières concernées, mais faut aussi donner les clés de déconstruction aux clients. Ok. Après, là, vu qu'on parlait, enfin, j'ai essayé de reconduire sur ce qu'on disait avec la prévention, donc je pense que ça s'inscrit un peu là-dedans, son idée de déconstruction. Je pense que pour moi, la meilleure prévention, ce serait l'instauration d'un revenu universel. On parle des travailleurs du sexe étudiantes, en l'occurrence. Je pense que c'est déjà un peu trop ambitieux. Donc, si on voit le truc étape par étape, commencer par accorder les bourses à toutes les étudiantes, comment dire ça, pour leur permettre de vivre décemment. Donc, ça impliquerait de les augmenter aussi drastiquement. Et une fois que ça sera fait, je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de personnes qui se tourneront vers le TDS, vu qu'elles n'en verront plus l'utilité, ce qui me semble assez cool comme prévention. Et celles qui y seront, je pense que ce seront celles qui pourront, comment dire, qui seront pleinement conscientes de du TDS concrètement, que je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il faut arrêter de nous prendre pour des connes en fait, et que on pense que on n'est pas prévenu sur les réalités du TDS, on sait ce qui se passe, et quand on s'y tourne, on sait qu'on n'a pas, enfin, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres alternatives qui nous permettent de mener à bien nos études. Et pour celles qui restent, je pense que quand on travaille en tant, quand on travaille en tant que escorte, toute notre vie, même avant de travailler en tant que escorte, on peut être traité de pute, enfin être hyper stigmatisé. Donc forcément, ça va être associé négativement. Et une fois qu'on se met à travailler en tant que tel, on nous dirait qu'on n'aurait pas une vision assez proche de la chose, alors que on passe notre temps à nous rabâcher des choses qui sont parfois pires que la réalité. Donc je pense qu'on peut pas être dans le faux du moins en tant que femme dans cette société. On peut pas ne pas avoir une idée de la réalité. Donc pour moi, l'histoire de prévention, c'est un peu un faux combat. Je pense que c'est pas au CDS d'être sensibilisé, elles savent très bien ce qu'elles font. Surtout que la question de la prévention, elle se pose pas tellement dans la mesure où je connais pas grand monde qui travaille par passion. Enfin, si on n'avait pas besoin de bosser pour gagner de la thune. Et encore plus quand les gens sont étudiants, que donc généralement c'est des jobs étudiants en attendant possiblement de pouvoir trouver un taf à la sortie de ses études en rapport avec les études qu'on a fait. Donc se dit ouais, je vais travailler. En plus, ça va me prendre plein de temps, ça va me faire rater mon année, mais je vais le faire par passion. Et puis à la limite, si des gens font un travail quel qu'il soit par passion, genre tant mieux pour eux, mais si déjà on peut éviter que des gens, des étudiants en l'occurrence, mais voilà, après, si on veut être ambitieux peut-être dans la société en général, n'est pas à travailler et à exercer une activité rémunérée, même de merde pour survivre, déjà, beaucoup de choses iraient mieux. Mais quand tu as besoin de payer ton loyer ou manger, enfin, je vois pas comment faire de la prévention sur le fait que genre c'est dangereux, ou je sais pas, trouver un autre travail. Totalement insensé. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait compléter, parce que ça me semble assez rond. C'est une question simple, quoi. On ne travaillerait pas si on n'avait pas à le faire. Et ça s'applique au TDS comme à tout autre travail, concrètement. C'est pour ça qu'on appelle ça un travail. Du coup, je vais avancer à la prochaine question qui était un autre stéréotype est que les jeunes souffriraient d'un effet Zaya ou auraient été exposés à la pornographie qui les encouragerait à devenir travailleuses du sexe. Avez-vous envie de répondre à cette vision des choses? Est-ce que vous voulez commencer? Non. Je me lance. Donc, je pense qu'en fait, si il y a, si peut-être il existe une différence entre les attentes et la réalité du TDS, ça c'est un peu ma hot take éclatée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de gentrification du travail du sexe qui est pas propre aux étudiantes pour le coup, parce que je vois beaucoup de comptes Instagram tenus par des personnalités qui ont une situation financière antérieure au TDS qui est plutôt aisée, et elles viennent parler de leur réalité comme si c'était la même qu'une personne qui n'a pas ce capital derrière elle.
Et donc, moi, par exemple, je viens de la classe moyenne. Et quand j'exerçais le travail du sexe, il y avait une période où je résidais chez mon parent. Et pendant cette période, je pouvais me permettre de refuser certains clients que je sentais louches. Sauf que ensuite, j'ai dû payer mon loyer, payer tout ça pas de mon plein gré, mais que je devais le faire, quoi. Et là, j'ai commencé à voir ces clients louches qu'avant, je refusais. Et je pense que c'est à partir du moment-là qu'on commence à tomber dans le truc un petit peu dangereux. Par exemple, moi, je pense aux personnes qui romantisent, entre guillemets, le travail du sexe, qui ont un discours dangereux, et il est d'autant plus dangereux parce que elles se rendent même pas compte que la réalité, elle est différente des autres qui sont plus précaires. Et ils vous diront, en fait, moi, je suis concerné. Et c'est peut-être vrai au final parce que dans les faits, elles sucent le même client que moi, qui sait. Mais ce qui compte, en fait, c'est le prochain. Elles pourront le décliner parce qu'elles ont ce capital derrière qui leur permet de dire non, je veux pas avoir ce client. Elles ont déjà de l'argent, alors que une personne plus précaire, elle va être obligée de dire, OK, j'y vais. Et peut-être qu'il va se passer un truc, on ne sait pas. Donc, ça, c'est un peu genre extrême comme take, on va dire, aujourd'hui, politiquement. Mais je pense pas que ce soit à cause de ces 3 pauvres comptes Instagram non plus que les étudiantes se prostituent aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'il y a 2 influenceuses qui disent ouais, sex work is it, qui est différent de sex work is work, que tout le monde va se mettre à faire du TDS. Non, il y a des pressions économiques qui emmènent les gens à faire ça. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de thunes, qui cherchent un moyen d'en avoir, tout en pouvant acquérir un capital culturel par le biais des études. Voilà. Là, ça fait sens, je pense. Si vous avez un commentaire à faire, I'm here for it. Juste moi pour rebondir sur l'effet Zaya, parce qu'il y a quelque chose aussi moi qui m'a beaucoup frappé. Moi je viens de banlieue parisienne, et quelque chose qui m'a particulièrement énervé, c'est que quand il parle de l'effet Zaya, il parle aussi de l'effet Zaya dans les cités, ce genre de trucs là. On n'a pas attendu Zaya pour savoir qu'il y avait du TDS dans les cités, et on revient à la question précédente, comme tu l'as dit, c'est une question de précarité, et c'est vrai que dans les cités en banlieue parisienne et tout, on n'est pas dans la même situation économique que Marie-Louise qui habite dans le 5e arrondissement, quoi. Ouais, totalement. Après, c'est ça, encore, à chaque fois, on en revient au même truc, c'est qu'il y a une vraie question de classe sociale qui précède la situation où tu arrives dans le TDS. À chaque fois, ça va se résoudre à ça. C'est si tu rentres dans le TDS avec déjà un peu de thune de côté, tu vas pouvoir exercer dans les meilleures conditions qu'une personne qui n'a pas ce capital, qu'il soit culturel ou économique. C'est toujours comme ça. Ça a l'air plutôt fluide. Je vais continuer à la prochaine question. Il y a actuellement une campagne pour demander de l'accès au RSA des 18 ans au lieu de 25 ans actuellement. Donc, y a-t-il d'autres revendications à porter pour lutter contre la précarité des jeunes et des étudiantes? Donc, moi, je pense que cette question, on y a un peu répondu avec tout ce qu'on a dit avant. Je pense que une des revendications les plus importantes, ce serait une augmentation drastique des bourses et une distribution facilitée à toutes les étudiantes, ainsi que plus de logements étudiants dans de meilleures conditions. Et là, c'est pas limité aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, c'est pour toutes les étudiantes. J'aimerais aussi que ce soit pour tous les êtres humains, mais on va nous dire qu'on est utopiste, alors que ça devrait être juste la base, quoi. Mais ouais, je pense que s'il y a un combat à mener, ce serait celui-là. Ça tombe bien, c'est justement les revendications qu'on a pour les étudiants, plus de bourses en nombre et en montant, quoi. Et si possible, à terme, un salaire étudiant, on espère, une rémunération. Surtout que le RSA, on peut pas le toucher quand on est étudiant, donc sur la question spécifiquement de la précarité étudiante, ça nous aide pas trop, même si c'est bien que... si c'est étendre les droits des gens à toucher de l'argent, de manière générale, on est pour. Je rejoins ce que dit Lucille complètement. Il faut plus de bourses et ça, toutes les organisations étudiantes, la majorité, j'entends, le revendique. À la FEJ, c'est un combat qu'on partage. Nous, on est pour une linéarisation, une augmentation et une linéarisation des bourses, puisqu'aujourd'hui, on est sur un système de paliers avec des escaliers. En fait, on peut se retrouver sur une réelle injustice à 100 € près, en fait, quand on est échelon 3 ou échelon 4.
avoir une grosse marge de différence, alors qu'en réalité, on touche sensiblement la même chose avec une linéarisation par le haut, enfin supérieur. Ça permettrait d'effacer vraiment cette rupture. Les APL également, les aides pour le logement, elles devraient être adaptées au bassin de vie, parce qu'on ne paie pas le même loyer à Nancy qu'à Nice, qu'à Paris, à Annecy, etc. Et du coup, les aides, logiquement, elles devraient suivre. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et puis, il y a toute cette question de la complexité administrative. Et aujourd'hui, on se perd en fait dans énormément de démarches. Et il y a beaucoup d'étudiants en fait qui ont un non-recours aux aides parce que les démarches administratives sont beaucoup trop compliquées. Et là, je parle des étudiants français, mais alors pour les étudiants extra-communautaires, les étudiants internationaux, c'est pire encore parce qu'il y a une certaine forte discrimination de la part des services administratifs qui refusent d'accompagner des étudiants qui ont plus de difficultés potentiellement à parler ou comprendre le français. Là-dessus, il n'y a pas forcément d'aide, pas forcément de traducteurs, de traductrices dans les administrations. Et voilà. Et sinon, au-delà du RSA, au-delà de la réforme profonde du système des aides, il y a aussi le développement de la garantie jeune pour l'accompagnement à trouver un travail. Alors même si en effet, je rejoins le fait que on travaille par obligation et pas forcément toujours par plaisir, malheureusement. Aujourd'hui, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, où il y a nécessité à travailler, obligation à travailler malheureusement, et donc faut permettre à tous les étudiants, toutes les étudiantes et tous les individus en fait de trouver un travail, d'être accompagnés là-dedans quand ils y arrivent pas. Je suis grave d'accord, c'est vraiment un malheur qu'on doit forcer de travailler. I hate it here. Puis comme on disait pour les étudiants étrangers, enfin les étudiants étrangers non européens, enfin non dans l'Union européenne, n'ont pas le droit aux bourses, sauf s'ils résident sur le territoire français depuis suffisamment longtemps. Ils passent en dernier dans les logements Crous. Enfin, c'est tout un tas de facteurs qui vont augmenter la précarité et qui vont augmenter les risques de se retrouver dans un taf de merde avec des conditions de merde de manière générale. Donc voilà. On est très efficace, ça me surprend agréablement, mais ça me... Juste, si je peux rajouter un dernier mot pour peut-être les gens qui connaissent pas, le RSA à 18 ans, ouais, totalement, parce que ça restera toujours plus que l'argent qu'on a pour le parcours de sortie, quoi. Oui, après, j'en ai même pas parlé du parcours de sortie parce que je trouve ça tellement aberrant. Enfin, ils proposent, je crois que c'est 200 balles, un truc comme ça, 200 Ouais, balles. c'est ça, 200 ou 250, il faut que tu aies tous 330 euros. 330? Ok. 330, enfin, tu fais quoi avec 330 euros en fait? En France. Tu payes un mois de loyer. Ouais, et encore, faut voir où tu Presque, es. presque moins. Parce que là, en l'occurrence, avec les travail étudiants, souvent dans le supérieur, les facs vont être à des endroits où le loyer commence à monter un petit peu et tu vas pas payer grand chose avec 330, ça craint un peu. 66 kebabs. Ah, mon Dieu. It's not enough. Mais ouais, c'est une blague. Ce truc, c'est vraiment une grosse blague. Donc, let's move on. Je passe à la prochaine question qui est certains discours estiment que les jeunes qui tombent dans la prostitution, ça me fait toujours rire cette expression. Oups. T'as trébuché. Vraiment. Certains discours estiment que les jeunes qui tombent dans la prostitution sont en train de gâcher leur vie et que l'exercice du travail sexuel est incompatible avec le fait de suivre les études. Quelles sont pour vous les contraintes au bon suivi de ces études? Alors, si oui, gâcher sa vie, c'est se retrouver à avoir des rapports sexuels contre un semblant de stabilité financière. Je pense que beaucoup de femmes hétérosexuelles sont en train de gâcher leur vie dans le mariage. Enfin, no shade, mais shade un petit peu. Là, je fais un peu de mauvaise foi, mais je pense pas qu'on puisse se gâcher. Je pense que c'est l'État qui nous gâche déjà pour commencer, parce que quand on a zéro